Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 30 août 2023, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra promulgue par décret présidentiel la nouvelle constitution, celle issue du référendum du 30 juillet 2023. Une constitution entrée en vigueur le jour même et qui lui permet désormais de briguer un troisième mandat. Mais l'opposition centrafricaine ne l'entend pas du tout de cette oreille. Elle remet en cause à la fois le référendum, la nouvelle constitution et la légitimité même du président Touadéra. Mais d'où vient la crise et quelles sont les pistes possibles de décrispation? Trois Centrafricains avec moi pour en parler. Roger Anja Landi, défenseur infatigable, êtes-vous du pouvoir centrafricain. Vous êtes le représentant en Europe de la majorité présidentielle. Avec vous, nous essaierons de comprendre les raisons profondes qui vous ont poussé à doter votre pays d'une nouvelle constitution. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Jean-François Akandji Kombe, vous dites plutôt défenseur du peuple centrafricain. Vous êtes professeur d'université, président du Conseil de résistance et de transition. Vos prises de position sans concession vous ont déjà valu d'être poursuivis et condamnés par la justice de votre pays. Une condamnation qui vous fait sourire et qui n'entame pas votre engagement politique. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Serge Simon Bozanga, vous êtes le porte-parole politique en France de la CPC, Coalition des Patriotes pour le Changement. Vous avez les mêmes ennuis que le professeur Jean-François Akandji Kombe, mais en pire, puisque vous venez d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité par la Cour criminelle de Bangui. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler des tensions qu'il y a dans votre pays aujourd'hui autour de la nouvelle constitution. Merci de m'avoir invité et puis je salue mes compatriotes pour pouvoir débattre de cette constitution. Merci. Ils sont décidés et n'entendent pas du tout baisser les bras. Le 25 septembre dernier, les principaux leaders de l'opposition centrafricaine se sont retrouvés à Paris pour parler de l'avenir de leur pays. Un communiqué a sanctionné leur rencontre. Dans celui-ci, ils dénoncent un pouvoir dictatorial à Bangui et disent poursuivre leur combat pour le rétablissement d'une démocratie véritable en Centrafrique. Mais d'où viennent ces tensions? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Anissé Georges Dologuéré, l'ancien Premier ministre centrafricain, chef de file de l'opposition centrafricaine. Dans un pays aussi démuni, les omniprésidences n'ont jamais prospéré. C'est pas aujourd'hui que ça va prospérer. Nous les laissons dans leur illusion, mais nous ferons en sorte que la population centrafricaine leur montre qu'ils font fausse route. Nous faisons de la lutte politique en Centrafrique et nous comptons bien continuer la lutte politique pour le bien-être des Centrafricains. Le pays n'appartient pas à M. Touadéra, donc il a l'illusion qu'il a tout gagné, fait semblant de ne pas se rendre compte que le peuple est de plus en plus mécontent, de plus en plus malheureux, et il se rendra compte de plus en plus que les Centrafricains ne supportent plus ce qui se passe. C'est notre rôle d'amplifier ce mécontentement. Jean-François Akandji Kombe, pourquoi la nouvelle constitution ne passe pas chez vous? La nouvelle constitution ne passe pas et ne pouvait pas passer. Ce qu'on appelle la nouvelle constitution, parce que pour moi, personnellement, le mot constitution fait partie de ces mots qui pèsent d'un poids pour chaque peuple et l'ersatz de quelque chose qu'on nous a servi ne peut pas s'appeler constitution. Pourquoi? Parce que je voudrais vous rappeler que, et je crois que nos compatriotes le savent, qu'avant même, nous avons usé de toutes les voies constitutionnelles, de toutes les voies légales et de toutes les voies démocratiques. D'abord en nous exprimant
auparavant en tant que président de Citoyens debout et solidaires Centrafrique, nous avons pris position, nous avons interpellé nos autorités. Et puis ensuite, il y a eu un groupe de citoyens qui s'est mis en place, qui s'appelle le G16, qui est le groupe pour la défense de la Constitution. Et nous avions engagé un certain nombre de recours, en plus des déclarations, etc., et des recours qui ont prospéré. Et des recours qui étaient portés également par ailleurs par les partis politiques contre ce processus-là en particulier. Quel processus de changement de constitution? Le processus de changement de constitution qui a commencé, bon, cela a commencé, remonteront pas aux origines, parce que depuis le premier mandat de M. Touadéra, il avait bien décidé de changer la constitution, mais on ne va pas remonter aussi loin. Simplement, les décrets qui avaient été pris pour mettre en place l'instance de rédaction de la constitution, les décrets de nomination des membres de cette instance, etc., nous l'avions attaqué devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison de la même manière qu'elle a donné raison à l'opposition démocratique, puisqu'elle avait réuni les deux recours. Et avait dit que ce processus qui était engagé, tel qu'il était engagé, était inconstitutionnel. Et par conséquent, c'est la légalité du processus qui vous pose problème, ou le principe même du changement de constitution? Le principe du changement de constitution, parce que, vous savez, il faut que chacun en ait conscience. Oui. Nous sommes un pays fragile. Oui. Nous venons de loin. En 2015, une constitution a été adoptée pour mettre, je dirais, les pieds sur le bon chemin pour sortir de là. On a appelé ça le renouveau démocratique. Et vous étiez d'accord avec cette constitution-là? Nous étions d'accord. Nous avions un certain nombre d'observations. Moi, personnellement, j'avais fait un certain nombre d'observations, mais précisément des observations sur la procédure, c'est-à-dire la manière dont la procédure avait été conduite. Il y avait des éléments très vertueux, notamment le forum de Bangui, dont tout le monde se souvient, qui a été un moment fort de consultation des Centrafricains pour saisir quelle était la quintessence de leur volonté. Et cette volonté-là, parmi les éléments de cette volonté-là, il y avait la fin de la présidence à vie. On ne veut plus d'une présidence qui se poursuit, et donc ça a débouché sur la limitation des mandats. À deux mandats, en l'occurrence. Oui, ça a débouché sur cela. Et moi, j'y étais au forum de Bangui. J'étais rapporteur de la commission gouvernance, c'est-à-dire de la commission dans laquelle on discutait de ces éléments-là qui touchaient à la Constitution. Et l'autre élément, qui, à mes yeux, est l'un des éléments les plus forts, ça porte sur la question de la maîtrise de la gestion de nos ressources naturelles et de l'attribution des contrats miniers et des contrats forestiers. Transparence, c'était ça le principe. Et donc, nous étions dans cette période de refondation démocratique et nous avions un président, quelle que soit la manière dont il avait été élu. Oui. Je pense qu'il n'y a jamais eu de président dans notre pays qui ait bénéficié de cet atout qu'il avait, c'est-à-dire l'adhésion de tous les Centrafricains pour aller vers la paix, pour aller vers la stabilité, pour aller vers des institutions, la reconstruction de nos institutions. Or, précisément, cette constitution prévoit qu'elle peut être revue. Laquelle? La nouvelle ou... Non, l'ancienne. L'ancienne. Celle promulguée en 2016, oui. Celle de 2016, elle prévoit qu'elle peut être revue. Bien sûr. Peut être révisée. Mais il y a des éléments fondamentaux de ce que j'ai dit tout à l'heure qui ne doivent pas pouvoir être révisés. Or, ce sont ces éléments-là qui ont été... Et pour aller à l'essentiel, je terminerai juste par là. Très rapidement. En réalité, ce qui s'est passé, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Un coup d'État. Un coup d'État n'est pas seulement un coup qui se fait avec des fusils, mais c'est un coup d'État constitutionnel. Et notre Constitution dit, cette Constitution 2016 dit, à l'article 28 et 29, que celui qui commet cela a déclaré la guerre au peuple centrafricain et que les citoyens ont le devoir de se réunir pour faire quoi? Échec. Et si on s'en tient à ça, illégitime. Pour vous, le 30 août dernier, le président Touadéra vient de déclarer la guerre au peuple centrafricain. Si on s'en tient à l'esprit donc de la Constitution 2016. C'est bien ça. À sa lettre et à son esprit. À sa lettre et à son esprit. Roger. C'est un putschiste et qui a déclaré la guerre. Roger Anja Landji. Le 30 mai 2023. 30 août. Non, le 30 mai 2023, le président Faustin Archange Touadéra dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ceci, je le cite. « Le peuple est au-dessus de la Constitution.
Président démocratiquement élu, je ne peux rester insensible aux demandes pressantes et légitimes du peuple souverain de doter notre pays d'une nouvelle constitution. Ce bout de phrase, je le répète, s'il vous plaît. Président démocratiquement élu, je ne peux rester insensible aux demandes pressantes et légitimes du peuple souverain de doter notre pays d'une nouvelle constitution. Et ma question à vous qui représentez le pouvoir à cette table est, par quel mécanisme le peuple vous a-t-il demandé de façon pressante qu'il voulait une nouvelle constitution? Vous avez fait le référendum avant le référendum? Oui, alors, je voulais, dans un premier temps, poser le contexte. Je veux dire que, s'il vous plaît, vous l'avez en partie posé tout à l'heure. Oui. Le 30 août donc, dernier, 2023, le peuple centrafricain est donc convoqué pour un référendum en Centrafrique, un référendum où on n'a pas suffisamment relevé d'incidents majeurs, etc. Une partie d'opposition centrafricaine a naturellement boycotté... une partie? Une partie, oui, parce que... Une grande partie, je vais dire. Il n'y a pas de doute là-dessus, non, je ne veux pas jouer là-dessus, mais une grande partie, je crois, moi, ça rassure. Une grande partie de l'opposition, naturellement, a donc boycotté le référendum. Alors, maintenant, vous me dites... le président dit que le peuple a demandé de façon pressante qu'il voulait une nouvelle constitution. Vous me voyez donc aux raisons. Le pourquoi finalement de la nouvelle constitution. Non, moi je ne vous demande pas le pourquoi. Je veux dire, comment vous avez su que le peuple voulait de façon pressante une nouvelle constitution? Oui, mais c'est ça justement, puisque ce sont les raisons, grosso modo. Oui. Puisque, en partie, c'est pour donner écho aussi à ce que vous avez dit, que la déclaration chef d'État, que vous avez relevée d'ailleurs, de mai, etc. Oui. C'est aussi en partie pour donner écho à ce discours-là, cette demande qui viendrait donc du peuple centrafricain. Mais en dehors de ça, on peut aussi sortir de l'héritage de cette constitution de 2016. Qui était donc rédigé, d'ailleurs le professeur était aussi un des rédacteurs, rédigé sous la transition. Donc on peut très bien, le peuple centrafricain peut très bien envisager, en tout cas le président de la République a pensé que c'était utile pour sortir de cet héritage-là, dans un premier temps, donner des nouveaux droits au peuple centrafricain. Pourquoi? Quelle était l'opportunité? Qu'est-ce qui fonde et motive cette volonté de donner, de changer, au fond? Oui, mais justement, c'est pour ça. Mais je veux dire que le fait de vouloir dire qu'on a fait l'expérience de la Constitution 2016, on peut très bien se dire, bon, voilà, on a fait l'expérience, mais il faut falloir sortir de cet héritage-là. Un héritage expérimenté. Donc, à partir de ce moment-là, le président de la République a estimé que c'était utile, en ce moment-là, donc, de sortir de cet héritage-là. D'une part. D'autre part, donner des nouveaux moyens, puisque vous remarquerez dans la Constitution qu'il y a des nouveaux droits qui ont été donnés. Quand je dis droit, grosso modo, la jeunesse a repris un certain nombre de choses, etc. Certains droits ont été retirés donc à ceux qui ont la binationalité, pardon. Et puis, naturellement aussi, sortir je ne sais pas moi, de certain nombre de choses qui se passaient dans le Est-ce que vous permettez qu'on réponde vraiment à votre question? Parce qu'il y a été répondu tout à l'heure en disant le président de la République a jugé que... La réponse, c'est cela. La réponse est là, dans cette phrase. Le président de la République a estimé qu'il était au-dessus de la Constitution, qu'il était même au-dessus du peuple. Parce qu'il il dit que c'est le peuple qui lui a demandé. Non, mais il dit ça. Mais concrètement, la façon dont il le dit et la façon dont il fait, c'est qu'il est celui qui peut pénétrer la pensée et la volonté du peuple à l'insu du peuple. Et très concrètement, non, professeur. Lorsque je parlais tout à l'heure je parlais des échos de la Cour constitutionnelle, il y a une partie, relisez cette décision de la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle se prononce sur les procédés qui ont été faits pour révéler la volonté du peuple, c'est-à-dire des pétitions qu'on a payées. On a payé des gens pour signer, des marches où on a payé des gens pour aller défiler, et la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus à l'occasion de non-recours et a dit « ceci ne saurait être une expression de la volonté du peuple ». Alors vous êtes en train de nous expliquer, Jean-François Kandji Combé, que le pouvoir centrafricain a suscité de façon artificielle la volonté du peuple de se doter d'une nouvelle constitution. Vous allez revenir tout à l'heure en détail sur les grandes motivations, parce que vous, visiblement, vous ne savez pas encore convaincre votre compatriote. Monsieur Bozanga, pour vous, il n'y avait aucune raison de changer la Constitution de 2016? Ah non, aucune raison.
Aucune raison valable. Pourquoi? Parce que même les arguments... Vous n'entendez pas cet argument qui consiste à dire que le peuple... Mais ça, c'est de la démagogie, c'est de la manipulation pure et simple. Notre compatriote nous balade, hein, et comme le dirait le professeur Akanji Kombe, le président Touadéra est dans la tête de tous les Centrafricains, mais c'est se moquer du monde. Pourquoi? Parce que cette même constitution, M. Touadéra l'a eue pendant son premier quinquennat. Si elle était mauvaise, pourquoi ne l'a-t-il pas changée pendant cette première mandature? Il ne l'a pas fait. Il a prêté serment une deuxième fois sur cette même constitution-là. En quoi était-elle mauvaise? Les arguments plutôt avancés par le pouvoir étaient ceux-ci. Que non, cette constitution est calquée sur la 5e République française. C'est un copier-coller de la constitution de 1958. Non, pas du tout. Et deuxièmement, c'est que cette constitution-là empêche le pays de se développer. En quoi la constitution empêche le président Touadéra de construire des routes, de construire des postes de santé, de construire des universités, des écoles, de participer au développement économique, hein, et d'enraciner la démocratie? En quoi cette constitution empêche Touadéra de pouvoir gérer correctement le pays? Aujourd'hui, il n'y a plus de routes. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, et c'est la Constitution qui est la cause de cela et qu'il faille la changer. Donc ces arguments-là, nous ne les entendons pas, nous ne l'acceptons pas. C'est tout simplement un coup d'État constitutionnel comme nous l'avons donc tous constaté, et nous sommes contre cette violation flagrante. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois. Et la CPC même a fait son communiqué pour dire qu'elle rejetait, elle aussi, effectivement, cette constitution, cette promulgation de la constitution du 30 août 2023, et que, à coup d'État constitutionnel, qu'il ne s'étonne pas que la CPC aussi, elle prenne position, et qu'elle aussi, s'il faut en arriver là, il va sauter de son fauteuil. Excusez-moi, juste sur ce point-là, je m'en voudrais que nos téléspectateurs croient qu'il ne s'agit que d'une sombre question juridique. Ce n'est pas seulement une question... Ce n'est pas une question de droit. Nous sommes en Afrique. Oui. Celui dont nous sommes en train de parler, M. Touadéra, que je n'appelle plus président de la République, c'est le chef. C'est le chef. Le chef jure. Oui. Chez nous, on dit le débat yangatlo. Et cette formule-là est une formule qui détermine pas seulement la condition de chef, mais la condition d'homme. Un homme qui jure devant les ancêtres de ne pas commettre un acte et qui le commet, il devient indigne de la communauté. Il devient c'est l'appréciation que vous faites de l'acte de changer la Constitution. Mais ça, il s'agit simplement de le constater devant nos coutumes à nous. Oui. Alors, très rapidement, avant qu'on ne règle votre question de siège, très rapidement, puisque nous avons 1 minute pour la pause, mais juste répondre à ce que viennent de dire vos compatriotes, mais ce qu'ils viennent de dire, moi, me permet de reposer autrement. Et la question, quel problème capital d'intérêt national posait la Constitution de 2016 et qui nécessitait son changement? Mais ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, je veux dire qu'en dehors du fait qu'il y a eu un certain nombre de discours qui essaient de justifier, qui fait une corrélation entre constitution et économie, etc., mais ça c'est de... il a dit, le président. Non. Il a fait le lien entre la Constitution et le développement. Il n'a pas dit. Ça, c'est... il y a eu un certain nombre de prises de parole autour du président ou ailleurs, ou en dehors, et qui ont... fait allusion un peu... Le président de la République, en tant que tel, n'a pas soulevé cette question-là. Alors, maintenant, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que, finalement, je comprends très bien que, oui, on a prêté serment, oui, on a été très bien. Mais est-ce que ça veut dire que, simplement, une fois qu'on a prêté serment et qu'on ne peut plus... Parce qu'encore que là, il faut situer le problème, parce qu'il n'est pas question, ici, de réviser une constitution. Il est question, on est dans une nouvelle constitution. Oui. Donc, les exigences de la constitution de 2016 n'ont pas de sens ici. Je propose, sauf à nous dire qu'en fait la Constitution de 2016 a prévu les moyens de procédure pour écrire une nouvelle Constitution. Or, dans le cas d'espèce, il est question d'écrire et non de réviser la Constitution. Donc, le rôle du Constitution ici est un peu différent. Donc, je veux dire qu'on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Mais je n'entends pas suffisamment que... Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. La Centrafrique qui vient de se doter d'une nouvelle constitution catégoriquement rejetée par l'opposition centrafricaine. Roger Andjalandi, dans cette émission, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, ne tournons pas autour du pot. Je fais un petit rappel. La constitution de 2016 permettait au président Touadéra de briguer, ne permettait pas au président Touadéra de briguer un troisième mandat. La nouvelle qui change le quinquennat en septennat permet donc de briguer indéfiniment. Est-ce que finalement, sans langue de bois, ce n'est pas ça l'enjeu? Vous avez essayé de nous parler des nouveaux droits introduits pour la jeunesse, etc. Mais est-ce que finalement l'enjeu n'est pas celui-là? Non, mais on a pensé très longtemps, on a caricaturé la situation en fait. Hein. La situation était caricaturée du type, il y a une clause qui serait invisible pratiquement d'éternité en fait. Hein. Bon, il n'a jamais été dit qu'il restait indéfiniment, mais ça a été dit d'une manière à ce qu'il aurait dans la nouvelle constitution une clause qui n'est pas visible, qu'on n'arrive pas à lire. Non, laissons même la... Qui dit clairement que le président est éternel. Laissons même ce que dit la nouvelle constitution. Oui. Est-ce que ce n'est pas pour briguer un troisième mandat? Non, mais que le président a fait changer, pas indéfiniment ou pas, même si c'est un seul mandat, ça pose déjà problème. Oui, mais justement, là encore, ça justement, pour vous répondre, ça fait aussi partie de certains nombres de, comme je disais, des caricatures, parce que beaucoup de gens pensaient que justement, la nouvelle constitution libérait le chef d'État, finalement, des exigences de l'ancienne constitution. Les exigences en termes de limitation de mandat, etc. Bon, très bien. On a pensé ça. Mais ce n'est pas le cas? Mais non, c'est une nouvelle constitution. Parce que si on regarde la constitution, si on aurait révisé la constitution, on aurait révisé l'ancienne constitution, et qu'à partir de la révision, on enlevait ces exigences-là, on aurait compris. Mais la question ici, c'est une nouvelle constitution. Non. Donc on n'est plus dans la même disposition d'esprit. Monsieur Andjalandi, donc s'il y a des conséquences du type le président des Pays-Bas se renouveler, etc. Je veux bien, mais ça reste encore un discours. Enfin, ce sont des prises de position politique. Mais c'est pas ça. Je vous laisse répondre. Non, mais peut-être que c'est de la caricature, comme il dit. Non, c'est pas du tout de la caricature. C'est clair, c'est net, c'est écrit noir sur blanc. En tout cas, nous savons que l'article 67 de cette nouvelle constitution, le président et un nouveau mandat, donc c'est un septennat renouvelable N fois. C'est clair. Relis l'article 67. Mais la comparaison là, se fait par rapport à l'ancienne constitution. Maintenant, Roger, tu dis que ça ne concerne pas la durée et le mandat, mais pourquoi avoir caché la constitution aux Centrafricains? Il y a un décret qui convoque le corps électoral. Ce corps électoral qui est convoqué doit lire la constitution. Vous savez, Richard, avant les référendums, la Constitution était invisible, introuvable, illisible. C'est à une semaine, encore à quelques jours du vote, que le président va se rendre je ne sais où pour lui-même remettre la Constitution à son directeur de campagne pour pouvoir, écoutez, à la limite, la vulgariser. Et c'est là où les gens vont découvrir le poteau rose. Les gens vont... Cette constitution, elle n'est même pas passée à l'Assemblée. Les députés seront surpris, ceux qui n'ont pas le bac, de savoir les prochaines législatures, ils ne seront pas candidats. Ils ne pourront pas être éligibles. Beaucoup de dispositions dans cette nouvelle constitution sont contraires. Donc nous pensons que la constitution cachée au peuple centrafricain, qui sort à peine une semaine avant le vote, portait des germes de division, de haine, d'exclusion, d'accord? Et, comme disaient certains de mes compatriotes, un torchon, un règlement intérieur du MCU, à la limite. Monsieur Touadéra, tout puissant, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps en mettant en place cette nouvelle constitution qu'il a osé cacher au peuple qui pourtant, comme ils le disent, a sollicité cette nouvelle constitution. On ne lui a pas mis ça à disposition. Qu'est-ce que ça aurait changé selon vous à voir la constitution à un mois avant le référendum, 2 mois avant le référendum? Mais c'est une procédure normale.
C'est une procédure normale. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de voter un texte qu'il ne connaît pas. Avant que le professeur ne prenne la parole, c'était un problème d'imprimerie Non, c'est pour comprendre. Non, mais je veux bien. Mais je veux dire que, en quoi... oui, je veux bien. Oui, la Constitution... Est-ce que je suis là pour débattre? Si on veut entrer dans les dispositions de la Constitution, c'est une chose. Oui. Mais je pense que la question ici qui est posée, c'est la question du principe. Oui. Pourquoi on change une Constitution, etc. C'est une question de principe. Maintenant, je ne vais pas aller dans l'article. D'accord. Alors, votre position... L'intérêt de dire, est-ce que c'est opportun ou pas? Est-ce que la démarche doit être subordonnée ou elle est insubordonnée, etc. C'est toute la question là. Il y a une procédure qui a prévu cela et que la démarche telle qu'elle est initiée par le président de la République a été une démarche qui n'a pas respecté les exigences telles que prévues. En ce moment-là, c'est sur le principe qui m'intéresse. Parce que c'est sur ça que nous devons éclairer les Centrafricains. En tout cas, à ce niveau-là. Maintenant, s'il y a un débat sur le contenu, parce qu'il me semble que sur le contenu, on rentrera maintenant dans les dispositions de la Constitution. Donc, le débat ici, c'est pas d'entrer dans les dispositions de la Constitution. Dans les deux cas, le président Touadéra n'a rien respecté. Dans les deux cas. Notre temps est compté. Est compté, c'est ça. Il dit caricature. Quand moi je parle de la question du mandat présidentiel, il dit c'est de la caricature. Ce n'est pas ça l'enjeu pour le président. Vous avez observé que je n'ai pas, alors que je suis prompt à me mêler à la discussion, je ne me suis pas mêlé de cette discussion parce que je trouve qu'il n'y a pas objet à discussion aujourd'hui. Pour nous, d'abord au Conseil de résistance et de transition, ce qu'ils appellent la Constitution, c'est la matérialisation d'un coup d'État, d'un coup de force contre le peuple centrafricain et par conséquent, il n'y a pas à en discuter le contenu. Par ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure un communiqué qui a sanctionné la réunion des leaders de l'opposition démocratique. C'était le 27 septembre dernier, à Paris. Politique, société civile, Conseil de résistance et de transition. Et nous avons dit dans ce communiqué que nous ne reconnaissons pas ni cette constitution-là, ni les institutions qui en sont issues ou en seront issues. Donc la discussion n'a pas, pour nous, il n'y a pas lieu de discuter. Il n'y a pas d'objet à discussion. En revanche, ce qu'ils appellent constitution, pour nous, et pour moi, à titre personnel, il ajoute au coup d'État, à la forfaiture et à l'ensemble des crimes qui ont été commis contre le peuple centrafricain, un dernier crime contre le peuple centrafricain à travers la notion de centrafricain d'origine et avec les exigences. Parce que je voudrais qu'on comprenne très bien, nous avons un pays qui est un pays qui s'est formé d'une certaine manière, avec l'afflux de populations qui sont venues d'un peu partout. Un métissage de la société centrafricaine. De la société centrafricaine. Depuis les indépendances, d'ailleurs, notre développement originel s'est fait sur la base du panafricanisme. On parle beaucoup de panafricanisme aujourd'hui, mais il se trouve que nous sommes dans le pays où on a pratiqué le panafricanisme, où des Africains étaient ministres après les indépendances, où des Africains étaient dans notre haute administration publique. Et qui se sont intégrés à la société centrafricaine. Et nous avons ce fait-là qui fait partie de notre identité. Et c'est ce fait-là qui est en train d'être qui a été remis en cause, remis sur la table pour des raisons d'exclusion, parce qu'il voudrait être le seul à se présenter. Quand on dit centrafricain d'origine, conditions de centrafricanité d'origine et conditions d'une licence universitaire pour se présenter aux élections présidentielles. Premièrement, tous nos compatriotes, la plupart de nos compatriotes qui sont musulmans sont écartés. Pourquoi ? Ils sont écartés pour les deux raisons. Parce que nous avons, dans cet afflux de population, vous n'êtes pas sans savoir que le pourcentage de musulmans en République centrafricaine, au cours de ces 20 dernières années, a augmenté. Il a augmenté également du fait de l'immigration, de la politique d'immigration du pays. Et les personnes qui sont arrivées, qui sont venus d'autres pays, notamment du Soudan, pour être etc. centrafricain d'origine, il faut avoir ses deux parents centrafricains d'origine. Ça veut dire qu'ils ne sont pas centrafricains d'origine, exclus. Par ailleurs, de par les traditions pratiques, la plupart des musulmans qui sont dans notre pays sont des commerçants. Ils contribuent au développement national par là. Ils contribuent de cette manière-là. Et ils préfèrent former leurs enfants eux-mêmes ou dans des écoles coraniques. Et comme en plus l'école a pâti depuis 20 ans, il n'y a plus d'école dans le pays. Vous allez en tout cas, dans l'arrière-pays, en tout cas, c'est dans l'arrière-pays, même à Bangui, vous allez avoir combien de Centrafricains? Et vous faites, troisième élément,
Nous sommes dans un pays de 30 ans de crise. Oui. Les premiers effets de la crise, c'est la destruction des documents administratifs et notamment des actes d'état civil. Lorsque vous n'êtes pas capable d'établir que vous êtes centrafricain d'origine, c'est-à-dire que vos parents étaient centrafricains d'origine, vous êtes exclu. Pour vous, ça veut dire 80%, 85% de la population centrafricaine aujourd'hui qui est sur sa terre et qui est exclue de la politique. Pour vous, c'est un crime contre la nation centrafricaine. C'est un crime. Cette nouvelle constitution, pour vous, remet en cause le pacte républicain et la cohésion sociale. Il remet en cause le pacte républicain au-delà de ce que il voit immédiatement, parce que ce qu'il voit immédiatement, c'est l'exclusion de Martin Ziguélé, dont la mère est originaire d'un pays voisin. C'est l'exclusion d'un certain Anissé Georges Dologuélé des élections présidentielles prochaines. C'est l'exclusion d'un certain Abdou Karim Mekassoua. C'est l'exclusion de cet ensemble de personnes-là de l'élection. Alors c'est très intéressant. Mais je voudrais aller au-delà de ça et je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien que là, il s'agit de personnalités, mais c'est la structure même de la société qui est remise en cause. Parce que ces personnalités-là incarnent et représentent dans la sphère politique un pan, des pans distincts de la société centrafricaine. Je viens à vous tout à l'heure. Serge Simon Bozanga, très rapidement. Oui, il y a eu 95%, selon les chiffres officiels, qui ont participé à ce référendum. Et vous y croyez? Pardon? Et vous y croyez? Moi, non, d'après ce que nous avons vu, entendu, il n'y avait pas affluence, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le prétexte... C'est un chiffre fantastique. C'est un chiffre fantastique. Et d'ailleurs, même ces chiffres étaient déjà connus à l'avance. Comme vous voulez dire, oui, mais on savait le taux de participation. Mais bien sûr, le taux de participation, etc. Les résultats, le oui et le non, on savait que c'était un résultat à la soviétique. Un résultat à la soviétique qui est une forme de liquidation de la démocratie. D'accord? Les Centrafricains du nord, du sud, de l'est et de l'ouest ne sont pas déplacés massivement à 95% pour voter cette constitution qu'ils n'ont pas vue, qu'ils n'ont pas lue. D'accord. D'accord, etc. Donc, non seulement vous rejetez la constitution, mais vous rejetez aussi les chiffres officiels qui ont été communiqués autour de ce référendum. Mais je reviens à vous, Roger Andiana. C'est très important. Et ce que vient de dire le professeur, et même il y a une forme de gravité dans ce que dit le professeur. Le principe de changer une constitution, c'est un principe universel. Ce n'est pas ça qui pose le problème. Ce qui pose problème, c'est la nécessité, c'est le consensus nécessaire qu'il faut obtenir avec l'ensemble des acteurs politiques pour se convaincre de la nécessité de changer la constitution qui pose problème. Pourquoi n'avez-vous pas eu ce souci de ratisser large en termes de vulgarisation des raisons profondes qui vous ont poussé à changer cette constitution? Mais justement, ça devait être le rôle de l'opposition, hein, même si l'opposition... de faire campagne pour dire que non, mais c'est vous qui avez initié le changement de la... Le problème, c'est qu'en fait, la démarche de l'opposition, en tout cas la démarche politique de l'opposition, était que sur le principe même, encore là je reviens dessus, il refuse donc la manière, enfin, où la constitution est mêlée, il refuse même la constitution, puisque... Mais oui, il refuse. Dans la déclaration que vous avez lue, il était question, ce qui fonde donc cette déclaration, c'est finalement le fait que la constitution serait illégale, enfin illégitime. Oui. Donc à partir cette illégitimité, à travers le mécanisme, s'explique par le fait que on n'a pas révisé la constitution dans une nouvelle constitution. Non. On est d'accord là-dessus. On ne peut pas aujourd'hui. Je veux bien qu'on aille chercher dans les dispositions. Professeur, je veux bien. Non, le mot. Je veux bien que vous ayez cherché. Juste une parenthèse. Oui. Le mot illégitime, il n'est pas sorti de notre cerveau, il n'est pas sorti de notre tête. Il est sorti de l'article 28 de la Constitution de 2016. On est d'accord là-dessus. Il a dit pouvoir illégitime. Oui, bien sûr. Pour avoir fait ce qu'il a fait. Oui. Donc n'allons pas tergiverser. Mais si c'était l'opposition qui avait inventé les légitimité. Non, l'opposition boycotte comme un grand. L'opposition, professeur, l'opposition boycotte la Constitution et l'opposition a pris position il n'y a pas très longtemps dans la déclaration qui a été faite à Paris que la Constitution pour elle existe, la Constitution n'existe pas. Oui. Et c'est sur quoi elle s'est fondée? C'est sur le seul fait que l'ensemble, la procédure n'a pas été respectée pour elle.
Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas. Monsieur le haut représentant du président de la République, de celui qui fut notre président de la République, prêtez-nous un peu d'intelligence et un peu de complexité de la pensée quand même. C'est ça. Pour le simple fait que vous croyez que autant d'esprits centrafricains, les plus brillants, se soient réunis simplement pour tronquer, pour saisir un prétexte pour pouvoir faire quelque chose? Non, mais je n'étais pas en train de dire que vous avez... C'était un prétexte. Je dis que la raison avancée. Je ne dis pas un prétexte. Je dis que la raison avancée... Ça montre la manière depuis longtemps. Non, pas du tout. Majorité pas du tout. Les Centrafricains. Et ça ne nous étonne pas. Moi, je suis sur les faits. Je suis sur les faits. Je suis sur les faits. L'opposition dit clairement, l'opposition qui se déclare comme étant de la résistance, en fait, il n'était pas question de la résistance, en fait, c'est une opposition politique. Elle se déclare comme étant une résistance, comme si on serait dans un régime oppressif, tyrannique et complétaire. Ce qui est totalement faux. Voilà. Vous définissez comme étant des résistants, alors que le devoir, la résistance est un devoir citoyen dans un contexte de tyrannie. Alors, c'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non, c'est pas le cas. Donc, vous êtes en train de... vous dévoyez les concepts, professeur. Vous dévoyez les concepts, et donc, du coup, voilà. Oui, et vous permettez que je finisse là-dessus. Et vous permettez que je finisse là-dessus. S'il vous plaît. Je veux bien, mais si vous ne me permettez pas de finir, et donc, ce que vous dites, professeur, enfin, l'opposition, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où, pour vous, d'ailleurs, c'est ce qu'a un peu dit Mitterrand. Je veux dire que Mitterrand a toujours dit que le coup d'État permanent était rare. Mitterrand a refusé la Constitution 5e République. Moi, je pense, recentrons le débat autour d'éléments précis. Oui, s'il vous plaît. Je viens. Justement, 2 éléments précis, parce qu'il ne faut pas balader nos téléspectateurs. C'est ça. Lorsque nous disons c'est une dictature, de fait, aujourd'hui, depuis le résultat du référendum, ce n'était qu'un marqueur pour ce pouvoir, un marqueur pour passer à un autre degré. Le référendum, dites-vous. Pour passer à un autre degré dans la dictature. Aujourd'hui, il y a des procédures, une procédure qui a été engagée pour lever l'immunité parlementaire de 3 parlementaires qui ont participé à la réunion du 26, à savoir le président Ziguélé, le président Dolo-Guélé et un jeune député, Yann Doka, qui était président d'une des commissions de l'Assemblée nationale. Et au prétexte de quoi? Au prétexte de cette déclaration. J'aimerais bien qu'on me dise ce qu'il y a d'illégal ou de criminel comme mot ou comme phrase dans cette déclaration, elle est très courte, les citoyens ont la liberté d'expression ou non. Les citoyens ont la liberté de s'exprimer, de se comporter ou de faire des choix dans cette République ou non. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pourrais vous sortir ici de mon téléphone. Hier, pas plus tard qu'hier, il y a 2 personnes, que je ne cite pas ici, 2 personnalités en République centrafricaine qui m'ont envoyé les échanges, des WhatsApp qui leur ont été envoyés par des proches du régime, par les gens du régime, pour les menacer de mort. Les menacer de mort, pourquoi? Parce qu'ils seraient les agents des terroristes criminels, c'est comme ça qu'ils nous nomment. L'opposition centrafricaine. Le nom de Jean-François Akanji Combé, le nom de Martin Ziguélé, le nom de Dolo Guélé, c'est ça la réalité du régime. Vous vouliez des faits, nous vous posons des faits, et ce ne sont que quelques faits. Je veux bien. Mais vous sortez des faits que pour moi, c'est très difficile de vérifier. Je ne dis pas que vous êtes en train de raconter des histoires. Vous êtes au courant? Il y a eu un certain nombre de déclarations à ce niveau-là. Je suis d'accord. Est-ce que même ça a été la première fois? C'est pas la première fois publique. C'est pas la première fois. Oui, de la part des personnalités du pouvoir. Des personnalités, à titre individuel, qui ont dit oui, effectivement, qu'il faut enlever l'immunité de. Mais pour avoir fait quoi? Mais ça reste leur opinion. Je ne peux pas répondre à leur place. D'accord. À ma connaissance, il n'y a pas de procédure aujourd'hui pour lever l'immunité de ces députés-là. Que je sache. Sauf si vous êtes au courant de certaines choses, etc. Mais moi, je ne suis pas au courant qu'il y a une procédure aujourd'hui initiée pour relever les machins. Maintenant, dans le même temps, c'est vrai qu'il y a eu des déclarations publiques, il y a eu un certain nombre de déclarations. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et sur lesquelles je me réserve. Un autre fait précis. Je renvoie simplement le représentant du pouvoir ici aux propos très clairs et publics du conseiller spécial que j'ai qualifié comme étant l'âme damnée de ce pouvoir. Je vous renvoie, c'est là. Je sais, j'ai écouté. Alors, évoquons un autre fait, précis et concret. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit obligé d'inscrire dans la Constitution le fait que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être de père et de mère centrafricains et il faut avoir une licence.
quel est le problème structurel qui se pose aujourd'hui, qui s'est posé dans le parcours politique de la Centrafrique ces dernières années et qui nécessite cette balise dans la Constitution? Le pays peut envisager une autre trajectoire. Peut envisager une trajectoire. Oui, mais à partir d'un problème. Oui, oui, à partir d'un problème. Mais si à un moment donné, vous savez, on est tous en Afrique, hein, il y a des trajectoires différentes, etc. Donc on peut très bien envisager la. Et il se trouve comme par hasard que des acteurs importants de la politique centrafricaine sont concernés. Et ça, ce n'est pas une. Certainement, il y a une coïncidence. Il y a une coïncidence malheureuse. Il y a une coïncidence malheureuse. Je veux dire, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il y a une coïncidence malheureuse. Mais bon, écoutez, le problème est que ce sont des nouveaux droits. Et puis on a retiré certains nombres de droits. Voilà. Ce sont des droits du type des jeunes, comme je disais au début de notre conversation. Et puis il y a des droits aussi du fait que quand on est binational, on ne peut pas, par exemple, être candidat tel. Bon, ça, ce sont des nouveaux droits. Je veux dire, je peux pas vous dire. Oui, mais comment voulez-vous? Moi, je peux pas appeler ça. L'inscription d'une... Je suis entièrement d'accord avec vous. Bien sûr, on est d'accord. Ça reste quand même de nouveaux droits aujourd'hui. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que moi, je dis que... De nouveaux droits qui sont... Et puis on en débat. Soit qu'on rentre dans le texte, on dit, voilà, on refuse la Constitution. En ce moment-là, pour le principe, parce que la Constitution n'est pas faite ne doit pas se faire de cette manière-là. Et puis alors que... voilà. C'est ça là qui m'intéresse. Mais maintenant, si à un moment donné, on se retrouve et qu'on dit, voilà, on prend la Constitution et là, on regarde maintenant les dispositions de ces constitutions-là, moi, je suis entièrement d'accord pour débattre de ces questions-là. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi une opposition qui dit qu'elle ne reconnaît pas la Constitution, donc elle ne peut pas rentrer dans les dispositions de la Constitution. Et en même temps, elle revient dans les dispositions de la Constitution pour essayer d'engager... Ça, c'est sortir du débat. Le débat que l'opposition pose, c'est un débat pour dire que nous, on ne reconnaît pas la Constitution. Je ne parle pas de l'opposition. Voilà, moi, ma question... Oui, non, elle ne peut pas dire qu'elle ne reconnaît pas la Constitution et nous sortir d'un débat en essayant de... La question, c'est ça le problème, en fait. La question, c'est que... Vous savez, là, on appelle c'est le problème qu'on a dans notre pays. La Constitution, on n'a pas de... La Constitution, c'est on a du mal à... C'est la Constitution qui cimente le vivre ensemble. Exactement. La Constitution est capable de dire clairement et d'assumer ce qu'elle dit. Oui. Si vous êtes incapable d'expliquer votre propre politique, ne renvoyez pas la balle à l'opposition. Nous sommes assez... Il va vous répondre. Je propose qu'on marque une pause. Je propose qu'on marque une sur la base d'une déclaration. Je propose sur la base d'une déclaration de l'opposition qui date de moins d'un mois. Voilà. Oui, ça date du 26 septembre. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. C'est sur la base de ça. Pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Mes trois invités centrafricains sont restés avec moi et nous débattions. Nous débattions des dispositions particulières qui ont été introduites dans la nouvelle constitution promulguée le 30 août 2023 par le président Faustin Archange Touadéra. Roger Andjalandi. Je fais des émissions, des débats sur pratiquement tous les pays du continent. Et je sais que le personnel politique centrafricain est de qualité, est un personnel politique de qualité, très riche, que vous avez de grands intellectuels c'est vrai. Dans la vie politique centrafricaine, comparé à d'autres pays. La question c'est, pourquoi déjà à la base, il n'y a pas eu une concertation de toutes les forces politiques de la Centrafrique? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve avec une constitution qui exclut, en tout cas c'est le ressenti que vos compatriotes de l'opposition ont. Ils ont en face une constitution qui les exclut, pratiquement, aussi bien dans le mode d'élaboration que dans les dispositions qui y sont introduites. Comment vous expliquez ça? Alors que vous avez autant de richesses, autant de personnes, de compétences,
dont la Centrafrique a besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est passé que certains de nos compatriotes intellectuels, comme vous dites, n'ont pas souhaité depuis le début. Hein. Vous avez engagé la démarche et ils n'ont pas souhaité, vous avez tendu la main, ils ne l'ont pas saisi. Il y a des concertations dans les instruments de paix. Chez nous, il y a aussi une option politique, etc., qui impose pratiquement donc, des échanges, des échanges politiques. Hein. Je veux dire que le dialogue politique comme étant un des instruments de paix. Et c'est sur ça qu'on a toujours travaillé. Non. Vous êtes d'accord avec moi que depuis très longtemps, la République centrafricaine s'est dotée d'un certain nombre d'instruments de paix. Bon. Il y a l'accord de paix, il y a la procédure de Luanda, etc. Il y a une option militaire. Que vous ne respectez pas non plus. Y compris une option politique et qui implique donc un dialogue politique avec l'opposition. Quand je parle d'instruments, vous parlez d'instruments. Oui. Moi, ma question que je vous pose, c'est sur l'esprit, l'esprit, la méthode. Le professeur, il a suffi qu'il fasse un communiqué pour être condamné à 2 ans de prison et de 5 ans d'éligibilité. Lui, il a dit dans mon émission, il a juste fait une déclaration dans une de mes émissions, ça lui vaut la condamnation aux travaux forcés à perpétuité par la Cour criminelle de Bangui. Oui, je regrette ça, mais moi, je n'ai pas les informations qu'a le procureur de la République. Hein. Je ne peux pas répondre à cette question. Je regrette, je vous dis franchement, je regrette que... Non, moi je vous les pose parce que vous représentez le pouvoir à cette table. Je n'ai pas les éléments, j'ai aucun élément que le procureur de la République a pour pouvoir incriminer ces faits-là. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui que la vie politique de votre pays est